Donc, je tiens à remercier les initiateurs de ces rencontres et souhaiter la bienvenue à nos invités. Donc, je vais essayer d'être très bref pour de vrai. Donc, ma question, elle est toute simple. Puisque vous êtes journaliste, j'aimerais savoir quelle est votre analyse, lecture ou commentaire à faire sur l'apport de la presse électronique, puisqu'on parle d'un contexte, les rencontres sont organisées dans un contexte bien particulier, politique bien sûr. Donc, quel est l'apport de la presse électronique, mais surtout des réseaux sociaux, notamment Facebook, dans l'éveil de conscience, dans la sensibilisation, dans l'encadrement de ce mouvement qui se fait, puisque c'est indéniable et c'est quelque chose qu'on ne peut pas tout simplement occulter. Merci. Je peux commencer par cette dernière question. Hein? Vous savez, la presse papier est en crise, pas uniquement en Algérie. Hein. Dans le monde entier, la presse en papier est en crise parce que ça génère des coûts imprimés, et d'autant plus que le monde est en train de basculer dans le digital. Et l'avenir, logiquement, est à la presse électronique. Même les journaux peuvent être formés, les gens peuvent le télécharger. Ça existe déjà pour beaucoup de journaux. Hein. Le Monde, vous vous abonnez, vous pouvez télécharger Le Monde. Et le papier devient de moins en moins le support le plus aisant. Donc, pour l'Algérie, à mon avis, c'est la même chose. L'avenir est plutôt à la presse électronique. Mais c'est quand même une presse en Algérie très faible parce que elle fait l'objet d'une interdiction de fait de publicité. Il y a zéro publicité pour la presse électronique. Hein, donc, c'est une presse qui a de l'avenir parce qu'en termes de coûts, ce n'est pas l'ampleur des coûts qui sont générés par les imprimeries, etc., qui, il faut le dire, ils dépendent aussi d'un papier au prix soutenu par l'État, etc. Et ça crée des dépendances. Hein, ça crée des dépendances. Donc la presse électronique, oui, elle joue, mais en même temps, on a par exemple, ces derniers mois, avant le 5e mandat avorté et après, une multiplication de sites bizarroïdes hein, qui se créent et qui ont réellement un objectif de désinformation très net. Les quelques sites électroniques connus sont identifiés, mais derrière ça, il y a une inflation hein, de sites dont on n'arrive même, pour nous, dans le métier, on n'arrive pas à déterminer qui est derrière, ça répond à quoi, etc. Pour les réseaux sociaux, c'est comme tous les instruments, ça peut être le pire comme le meilleur. Hein. C'est-à-dire, par exemple, pendant des mois, moi, les réseaux sociaux m'inquiétaient parce que ça alimentait les fausses querelles, arabes, kabyles, musulmans, laïcs, ça inventait les femmes, etc. Ça créait, ça donnait l'impression d'une guerre civile virtuelle hein, qui se créait sur les réseaux et du coup, c'était destiné un peu à faire peur aux Algériens, à l'idée que si on fait le changement, on allait s'entretuer. En réalité, avec le mouvement, les réseaux sociaux jouent globalement, même s'il y a encore toujours des tentatives de manipulation, jouent globalement un rôle positif. C'est-à-dire, dans le face-à-face qu'il y a entre la société et le régime, ils sont en train dès qu'il y a quelque chose du régime, il y a une déconstruction qui se fait dans les réseaux sociaux, qui est partagée, etc. Donc, actuellement, ils jouent un rôle positif. Donc, voilà, c'est toujours ambivalent ces histoires-là, c'est jamais aussi net, on ne peut pas dire que c'est bon ou c'est mauvais, mais là actuellement, globalement les réseaux sociaux jouent plutôt un rôle de contre-pouvoir virtuel hein, que nous n'avons pas encore dans la réalité. Bon, il y a tellement de questions que je ne sais même pas par laquelle commencer, mais je vais être très très bref. Alors, la première, notre ami Moussa. Bon, la question du modèle, en tout cas, c'est un débat même en France, même enfin, dans les pays occidentaux.
effectivement, il y a des modèles où, par exemple, aux États-Unis, les enquêtes sont financées par des fondations, c'est-à-dire parce que ça coûte beaucoup d'argent. Mais il y a aussi l'exemple Mediapart, par exemple, qui vit grâce à ses abonnés. Donc ça aussi, c'est des pistes de réflexion. Mais nous, on n'est pas encore arrivé on doit d'abord asseoir le métier dans sa noblesse, c'est-à-dire le respecter déjà, l'information, respecter la vérité des faits, recouper l'information, avoir une certaine éthique, prendre de la distance, tout ça. Donc c'est un combat, c'est pour ça que je dis que c'est un combat. Ça veut dire que... alors, il y a madame qui a posé comment sortir de la presse politisée. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Je ne pense pas que ce soit la politique qui est le problème. Au contraire, c'est bien que les journalistes soient politisés parce qu'ils ont une meilleure maîtrise des enjeux et tout. Mais le problème, c'est que ça ne se transforme pas en instrument de faire de ce média de la propagande. C'est-à-dire rester dans l'information. Parce que le citoyen est en droit de savoir, il veut de l'information. Le journaliste, son devoir fondamental, c'est de lui fournir cette information, une information vérifiée, pour permettre à ce lecteur, au citoyen, de se faire leurs propres idées, leurs propres opinions, pour faire leurs propres choix, qu'ils soient libres et autonomes. Demain, quand il va au vote, il maîtrise les enjeux. Le journaliste ne lui fournit que cette information qui doit être vraie. Après, il a le droit, lui aussi, d'avoir ses convictions politiques ou d'avoir des tendances d'idéologie, mais elle ne doit pas ressortir dans le travail qu'il fait au quotidien. Lui, son combat, c'est les valeurs, défendre la liberté, dénoncer quand il y a des violations, défendre le droit des femmes, le droit des minorités, ouvrir la parole aux gens qui sont marginalisés. Ça, c'est ce qui n'est pas fait dans notre presse, malheureusement. Des fois on le vit en tout cas. Hein. Il y a des gens qui disent que bon, c'est pas intéressant parce que pourquoi s'intéresser à ce sujet, c'est pas intéressant. Or, justement, c'est de petits faits qu'on fait du journalisme. C'est ça le plus important. Alors, comment faire la différence entre le faux et le vrai? Là, on vient au cœur du métier aussi. On revient au cœur du métier. Le capital d'un journaliste, c'est son crédit. C'est que lorsque le lecteur ou celui qui consomme l'information s'identifie à celui qui lui donne, qui lui fournit. C'est-à-dire il y a cette relation de crédibilité. Mais pour être crédible, il faut faire ce métier selon les normes. Le faire, c'est-à-dire respecter les règles du métier. Sinon, ça va dans tous les sens. Et vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, où il y a ce qu'on appelle maintenant les fake news, où les gens, parfois, ils sont un peu perdus. Mais si on avait identifié les gens qui fournissent, et parfois on les identifie quand il s'agit d'un acteur de la société civile, même si ce n'est pas un journaliste forcément, mais quand on sait que ce type est quelqu'un de crédible, donc parfois on fait confiance à son information, parce qu'il y a cette relation de crédibilité. Moi je l'ai dit une fois, je l'ai fait sur un post, j'ai dit que la seule journée où tous les citoyens sont des journalistes, c'est le 1er avril, parce que tout le monde vérifie l'info avant de la croire. Et ça c'est très important. Donc c'est une question de crédibilité. L'autocensure. L'autocensure, honnêtement, je ne sais pas, peut-être mes amis peuvent répondre à ma place. Je crois que c'est lié au journaliste. Si maintenant il a la passion du métier, il croit ce qu'il fait, je crois qu'il va faire son travail. Je ne parle pas après s'il y a de la censure, carrément. C'est-à-dire qu'il fait son papier, on lui dit ça ne passe pas parce que ça peut gêner les intérêts, ça peut... C'est pas ça. Mais lui-même, je crois que s'il croit ce qu'il fait, s'il est imprégné des valeurs du métier, je ne vois pas de raison à ce qu'il va s'interdire ou... Probablement, il y a des limites, certaines choses peut-être d'ordre moral, je ne sais pas. Moi, c'est un autre débat, peut-être Radouane peuvent répondre mieux que moi.
il y avait ce débat dans la caricature, par exemple, sur l'affaire des caricatures sur le prophète. Est-ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il fallait dessiner, non, jusqu'à quand Donc c'est des trucs, je crois que c'est au niveau moral. On peut s'interdire certaines choses parce que ça peut créer vraiment des problèmes. Mais sinon, il n'y a pas de raison à ce qu'on ne respecte pas la vérité des faits. Voilà. Merci Karim. Bien sûr. En fait, on a un pouvoir malin. Hein, et il parle de ligne rouge. Il ne prend même pas la peine de les définir. Et du coup, les patrons de journaux qui doivent compter, bon, on peut même, qui doivent continuer à faire marcher leurs journaux, ont tendance à pousser les lignes rouges très loin. Hein, c'est-à-dire, comme c'est pas défini, hein, donc ça va très loin, donc il repousse très très loin les lignes rouges, et l'autocensure est souvent moins le fait du journaliste que le fait de désintérêt du patron, du journal, de la crainte que ça suscite, etc. Et ça provient de là. Hein, donc c'est souvent pas le journaliste. Mais je reviens aussi que le plus gros problème, c'est la formation, la capacité du journaliste à faire correctement son travail, à recouper, qui est déterminant. Quand on ne sait pas vraiment bien travailler, on a tendance à se restreindre, à ne pas aller très loin et à se bloquer. Madame, vous avez posé la question sur le Magharibia, je ne vais pas essayer de fuir. Vous savez que, on le dit jamais assez, mais la naissance des télévisions offshore, ça a été la réaction du pouvoir au succès de Magharibia. Le Magharibia, c'est la première télévision algérienne, mais comme elle est basée à l'étranger. Il y a eu celle de Khalifa, bien sûr, bon, qui a disparu, mais le Magharibia, c'est la première télévision algérienne, au moins destinée au public algérien, qui était basée à l'étranger. Et ça a été un fonctionnement très basique. On ouvre le micro, les gens appelaient au téléphone et ça déversait. Ça déversait, les gens disaient ce qu'ils pensaient, etc. Ils étaient couverts par l'anonymat et ça a créé quelque chose. Et c'est ça qui a poussé le régime à créer des Magharibia locales, Nahar, etc. C'est des Magharibia locales, hein, c'est-à-dire c'est pour contrecarrer le Magharibia suspecté d'être lié aux islamistes, etc. Et donc ça a été historiquement la base de la naissance des télévisions offshore, hein, qui sont des bureaux algériens de chaînes présumées étrangères, hein, mais qui prennent des dinars algériens, qui payent, on ne sait pas comment, les faisceaux en Ailsat, alors qu'on n'est pas censé transférer des devises. Donc le régime s'accommode avec la loi comme il veut. Hein. Il ne la respecte pas, il l'écrase, etc. Et donc, est-ce que le Magharibia est nocif? Je ne sais pas. C'est une des chaînes où les gens s'expriment. Il y a du pire comme du bon, comme voilà. Et comment faire la part des choses? L'autre ami qui disait quel est le tri à faire. Vous savez, un des problèmes essentiels, c'est-à-dire pourquoi il y a autant de journaux en Algérie qui servent à rien? Parce que nous sommes dans une économie de rente. C'est-à-dire que ça ne dépend pas réellement de vos capacités, de la qualité de votre existence en tant que média, ne dépend pas de la qualité du média que vous faites, de la grandeur, mais de la rente que le pouvoir vous octroie. Tout ce que je fais, c'est-à-dire c'est un transfert de l'argent public vers des journaux privés qui, en fait, en contrepartie, soutiennent le pouvoir. Quelle est la façon de faire le tri? C'est très compliqué. Mais vous savez, même en Europe, ils font face à ces histoires de fake news. Et ils se développent de plus en plus dans les journaux ce qu'on appelle le fact-checking. C'est-à-dire on a une information qui fait le buzz.
Et les journalistes essaient de la décortiquer, de démontrer que voilà son origine, pourquoi elle est fausse, pourquoi ça joue sur les esprits alors que c'est pas réel. Mais c'est un vrai travail, c'est un travail de professionnel qui doit se faire, et c'est de l'apprentissage. Et voilà, on revient toujours à la formation et à la qualité du journaliste et du travail. Ça vaut pour tous les métiers, à mon avis. Rodwan, vous avez juste 3 minutes malheureusement pour répondre du moins à 3-4 questions. 3 minutes. 3 minutes. J'ai quand même 8 questions. Je vais essayer de réserver 20 secondes per question. Comme ça, on va pas... juste par rapport aux histoires de docteurs, des plateaux, des experts qui sont... Bon, ça c'est un phénomène international. Donc il faut... Hein, les éditocrates, donc c'est les faux spécialistes, etc. C'est la même chose en France. Quand on essaie d'alimenter un débat islamophobe, on fait appel souvent à un Éric Zemmour, par exemple. Enfin, c'est le travail des médias. C'est une grande entreprise de propagande. En fait, la différence peut-être, c'est que ici, enfin là-bas, il y a peut-être de propagande un peu plus étudiée. Là, c'est trop vulgaire à un point où les internautes sur les réseaux sociaux les cassent facilement. Donc ça marche pas ces histoires. Donc deuxième réponse par rapport, je vais pas fuir la question d'El Magharibia non plus. Je reviens. Je pense qu'on est en plein système médiatique construit sur la propagande. Donc il y a des médias qui font de la propagande, il y a d'autres qui font dans la contre-propagande. Et entre ça et ça, on doit construire une autre Algérie. Dans une autre Algérie, il y aura les médias qui feront de l'information et des contre-pouvoirs construits par la société qui vont faire dans les contre-pouvoirs et exiger des comptes à tout le monde, même aux journalistes. Exiger des comptes au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, au pouvoir judiciaire et exiger aussi des comptes aux journalistes. La liberté, c'est la responsabilité. Donc on doit assumer ce qu'on fait. Donc on doit rendre des comptes. Une autre question, donc je fais un peu vite, par rapport à une grande problématique, c'est la liberté et le financement. Hein. Et ça, c'est très sérieux. Je peux vous dire juste par rapport à la presse écrite, j'avais publié l'année dernière une étude sur la crise de la presse écrite en Algérie. Entre 2012 à 2018, les tirages des quotidiens algériens ont baissé de plus de 60%. La crise, elle est là. C'est une crise très sérieuse. Moi, en tous les cas, c'est ma génération. Moi, j'espère que cette crise va accélérer la disparition des parasites sur la scène médiatique. Mais j'espère qu'on aura 4 ou 5 grands quotidiens qui vont refléter la diversité dans la société, pas la diversité des clans qui s'entretuent au sein du système. Et j'espère qu'on aura une république sans clans, d'abord. Donc, c'est la première rupture à faire. Donc, c'est l'Algérie des institutions, pas des clans, du clanisme et des assabiyettes, comme le dit très bien Ben Khaldoun. Parce que les histoires aussi des assabiyettes, c'est du sérieux. D'ailleurs, en arabe, ça s'explique très bien. Il y a l'asab, les clans, ou l'assabiyettes. Et c'est lié, c'est presque le même champ lexical. Autre chose par rapport à An-Nahar, enfin Bouchachi, vous avez cité Bouchachi, je pense que c'est une question à poser à M. Bouchachi. Moi, me concernant, j'ai un problème avec la télévision. J'adopte presque la même position intellectuelle que celle produite par Pierre Bourdieu. Les vrais débats ne se font pas sur les plateaux de télévision. La télévision, elle est là, elle a son système, elle a sa logique. Elle est dans le spectacle, dans le casting. C'est pas très sérieux. C'est pas le meilleur lieu de débat. Le meilleur lieu de débat, c'est l'agora citoyenne. C'est les espaces acquis par les citoyens. C'est pour ça qu'il faut pousser les Algériens à discuter du nouvel Algérie, l'espace public, dans les places ouvertes. On a le droit d'occuper la place de la Grande Poste, d'occuper la place avec Gamré, on a un peu partout pour débattre, ou la rue de la Liberté, la place Guidon. Hein. On fait une table sur la place Guidon, on ouvre un débat sérieux sur l'Algérie, les institutions, etc. Et une autre question par rapport au comment trier les infos, etc. Donc, on a d'abord un exercice là. En quelques jours, on a eu quand même la diffusion de 5 mensonges, pas fausses informations, des mensonges. Le premier mensonge, la veille de la démission du président sortant, le président, il est dans un coma profond. Ses heures sont comptées. C'était ça, non? Diffusé par une chaîne, amplifié par d'autres chaînes. Ils ont reçu un ordre pour créer un état psychologique.
Deuxième information extraordinaire, c'est la même nuit. La gendarmerie occupe plusieurs espaces à Alger. C'était un mensonge. C'était la terreur, la psychose. Un autre mensonge. Ouais. Voilà, c'est ça. Juste après, sur les réseaux sociaux, les Algériens se déplacent à la Grande Poste. Il n'y a rien du tout. Il n'y a ni gendarme, ni rien du tout. Un autre mensonge. Le Hamen convoqué par le tribunal militaire, etc. Donc, on est en plein. Donc, par rapport à comment trier, etc., moi, personnellement, en tant qu'universitaire, j'essaie de militer sur ça. Moi, je milite pour l'instauration des modules dans les collèges et les lycées. C'est l'éducation aux médias. On doit apprendre aux jeunes générations comment ils doivent lire un journal, comment ils doivent consommer une vidéo, comment ils doivent se comporter sur les... Donc, il y a plusieurs éléments. Malheureusement, on n'a pas le temps pour développer tout cela. La dernière question par rapport à l'arabe, juste l'arabe, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, c'est une très mauvaise copie du CSA. Et on a un autre problème. Si on veut vraiment construire une autre république, d'abord on doit décoloniser les esprits. On a eu une élite gouvernante qui, malheureusement, je le dis, j'assume ma responsabilité, a un grand complexe du colonisé. Le CSA, c'est aussi désigné par l'exécutif. Donc, en fait, l'arabe, c'est quoi? C'est 9 membres. Tous les membres sont désignés par le président. Seulement, il y a 4 membres proposés par les 2 chambres, mais désignés à la fin par le président. Donc, on peut se dire, si mon ami est chef de la chambre basse, il peut m'envoyer 2 noms. Je le rappelle en tant que président, disons, je n'ai pas besoin de ça parce que c'est à lui de décider. Et la loi lui donne aussi le droit de désigner même le président. Donc, non seulement, ce n'est pas les pairs qui élisent le président, mais le président est désigné par le pouvoir exécutif. Donc, s'il y a lieu de militer pour l'autorégulation et la régulation sérieuse, on doit militer, entre autres, pour le droit du Parlement à désigner une autorité de régulation. Comme ça, le pouvoir législatif fait son devoir de contrôle sur les médias, surtout les médias publics. On n'a pas parlé des médias publics. Il faut faire sortir et aider les journalistes des médias publics à faire la rupture entre médias publics et médias au service du pouvoir exécutif. Merci. Merci beaucoup, professeur Redouane Boudjema. Merci pour votre exposé. Même chose pour mon ami Karim. Et bien sûr, merci aussi pour Saïd Jafar. Je vous remercie infiniment de nous avoir honorés aujourd'hui. Donc, on va laisser la place à la deuxième conférence qui va commencer pratiquement à 14h05 minutes, 10 minutes en attendant l'organisation. À tes concerts.